Mon fils David et sa femme Sophie m'ont déposé sur le dépose-minute de l'aéroport, m'ont glissé un billet de 50 € dans la main et sont repartis en trombe, tout en riant. Je m'appelle Samuel Morgan, j'ai 76 ans et je porte le poids de 2 médailles des blessés de guerre et d'une croix de la valeur militaire obtenue lors de mes missions en Afrique. Ce que David et Sophie n'avaient pas compris en m'escroquant pour me voler ma propre maison était un fait très simple. Ce vieux fusilier marin, usé par le temps, avait 3 coups d'avance sur eux depuis des mois. Voyez-vous, ils étaient convaincus que falsifier ma signature sur les documents de transfert de propriété serait un jeu d'enfant. Ils pensaient que mon syndrome de stress post-traumatique, SSPT, m'avait rendu trop fragile et confus pour que je me défende. Ils comptaient sur le fait qu'en racontant à nos voisins que je perdais la tête, cela finirait par devenir la vérité. Ils ont même filmé mes crises d'angoisse avec leur téléphone, se constituant un dossier sur mon prétendu déclin. Mais il y a une leçon que l'on apprend à la dure quand on essaie de s'en prendre à quelqu'un qui a survécu à 3 missions dans la jungle. On découvre l'immense différence entre un homme brisé et un homme simplement aguerri. Pendant 3 longues années, je leur ai permis de croire qu'ils avaient le contrôle total. Je les ai laissés dilapider mon argent. Je les ai laissés planifier mes dernières années dans une maison de retraite publique. Pendant tout ce temps, je documentais chaque parole trompeuse, chaque euro volé, chaque rire condescendant. Car parfois, la vengeance la plus efficace ne consiste pas à perdre son sang-froid. Il s'agit de régler ses comptes, méthodiquement, devant 800 personnes, le jour du 14 juillet. Ceci est l'histoire de la façon dont j'ai transformé leur cupidité insatiable en leur propre démolition publique. Une conversation enregistrée à la fois. Revenons au tout début de ce cauchemar. Tout a commencé il y a 3 ans, juste après le décès de ma femme, Éléonore, suite à un combat brutal contre le cancer. J'ai emménagé avec David et Sophie à Toulon. Il m'avait convaincu que ce n'était qu'un arrangement temporaire. Juste le temps que tu te remettes sur pied, papa, avait-il dit. J'aurais dû le voir venir. La maison était à moi, achetée et payée en totalité en 1988 avec ma pension d'invalidité et valait aujourd'hui la coquette somme de 450 000 €. Mais dans le brouillard de mon deuil, j'ai signé des papiers qui donnaient à David le pouvoir sur les factures du foyer. J'ai fait confiance à mon fils unique. L'humiliation a commencé subtilement. David se donnait en spectacle en levant les yeux au ciel chaque fois que je prenais mes médicaments pour le SSPT, sertraline 100 mg, prazosine 2 mg. Le défilé de pilules de papy recommence, annonçait-il à Sophie avec un sourire narquois, et ils échangeaient ce regard, celui qui dit tout sans un mot. Quand des bruits forts et soudains déclenchaient de mes crises, le comportement de David empirait. Une portière de voiture qui claque, le cri perçant de l'alarme de sa BMW, même le grondement du camion poubelle le mardi matin. Je me baissais instinctivement, les mains tremblantes, mon esprit instantanément transporté dans la brousse humide de l'Afrique. « Et voilà le vieux fou qui recommence !» marmonnait David, assez fort pour que je l'entende. « Il se refait ses films de guerre. » Sophie s'est mise à filmer ces moments avec son nouvel iPhone. « C'est pour ton bien, Sam !» prétendait-elle avec un sourire mielleux. Juste au cas où on aurait besoin de prouver que tu as des difficultés. Je me suis retrouvé à m'excuser tout le temps, pour avoir sursauté à un bruit, pour lui avoir demandé de baisser le volume de la télévision, pour simplement prendre de la place. Je suis désolé, mon fils, je sais que je peux être difficile à gérer. Tu n'es pas difficile à gérer, papa. Tu es brisé. Ces mots, venant de mon propre fils, m'ont blessé plus profondément que n'importe quel éclat d'obus en 1979. Ils ont commencé à me faire dîner après qu'ils aient fini le leur. J'avais leur reste, servi sur une assiette en carton pendant qu'ils utilisaient le service en porcelaine qu'Éléonore et moi avions choisi ensemble. Je m'asseyais seul dans la cuisine comme si j'étais un employé, les écoutant comploter sur leur avenir dans ma maison. Une fois que le transfert de l'acte de propriété sera officiel, on pourra renégocier le prêt, chuchotait Sophie. On pourra peut-être enfin avoir cette piscine qu'on voulait tant. J'entendais chaque mot, mais je gardais le silence. Mes rendez-vous à l'hôpital militaire sont devenus leur munition. Il ne peut même plus se rendre seul à ses propres rendez-vous chez le médecin, racontait David aux voisins par-dessus la clôture. Sa mémoire est complètement fichue. Le SSPT s'aggrave tellement. Rien de tout cela n'était vrai. Ma dernière évaluation de capacité du docteur Evelyne Renaud était parfaitement claire, totalement fonctionnelle. Troubles anxieux légers, bien gérés par la médication prescrite. Mais ce rapport, David ne l'a jamais montré, comme par hasard.
Ils ont commencé à contrôler mon courrier, à filtrer mes appels téléphoniques et à intercepter mes relevés de pension d'anciens combattants. Nous gérons toutes les finances de papa maintenant, informait David à quiconque posait la question. Il s'embrouille tellement avec les chiffres ces derniers temps. M'embrouiller? J'équilibrais des budgets et gérais des investissements avant même qu'ils ne soient une pensée. Le pire, c'était de les regarder vider mes comptes. Le leasing de la nouvelle BMW de David, 850 € par mois. Les virées shopping sans fin de Sophie, les sacs à main de créateurs, les dîners somptueux au restaurant. Tout était débité du compte joint qu'il gérait pour moi. C'est aussi notre argent, Sam, a eu l'audace de me dire Sophie lorsque j'ai contesté un prélèvement de 2000 € d'une boutique de luxe. Après tout, c'est nous qui prenons soin de toi. Prendre soin de moi signifiait que je conduisais une Renault Clio vieille de 15 ans pendant qu'ils paradaient dans leur véhicule de luxe. Cela signifiait que je découpais des bons de réduction pour les courses pendant qu'ils commandaient des plats à emporter coûteux presque tous les soirs. Mais voici la chose qu'ils n'ont fondamentalement pas comprise à propos d'un fusilier marin. Nous observons, nous recueillons des renseignements et nous attendons le bon moment pour agir. Chaque remarque cruelle, chaque abus financier était méticuleusement documenté. Chaque courrier perdu était photographié au préalable. Mon ancienne unité m'avait appris le pouvoir de la patience. 3 missions en Afrique m'avaient appris l'art de la stratégie. Et mes frères de l'amicale des anciens combattants m'avaient appris que certains combats valent la peine d'être menés, peu importe l'âge. David a pris mes mains tremblantes pour de la faiblesse. Il a pensé que ma soumission silencieuse était un signe de défaite. Il était sur le point de recevoir une leçon très dure sur la différence entre une retraite et un repositionnement stratégique. Mais d'abord, je devais le laisser croire qu'il avait déjà gagné, parce que plus ils se croient grands, plus leur chute est dure. Et David était sur le point de faire une chute d'une hauteur vraiment vertigineuse. En janvier de cette année, j'avais une image complète de ce à quoi j'étais confronté. Il ne s'agissait plus seulement de perdre ma maison, il s'agissait de défendre tout ce pour quoi j'avais travaillé, chaque sacrifice que j'avais fait et tout ce qu'il me restait dans ce monde. Les enjeux financiers étaient énormes. Ma maison, achetée avec l'argent gagné par un corps marqué pour mon pays, valait 450 000 €. David avait déjà contacté plusieurs sociétés de crédit immobilier pour une renégociation avec retrait de liquidité. J'avais trouvé les brouillons de demande dans ses emails un après-midi où il avait négligemment laissé son ordinateur portable ouvert. Mais la maison n'était que la partie émergée de l'iceberg. Ma retraite de chez Thales, où j'avais passé 25 ans comme contractuel pour l'armée à entretenir des aéronefs, avait atteint un peu plus de 1 500 000 €. David et Sophie pensaient que je joignais les deux bouts avec ma retraite de la sécurité sociale et ma petite pension d'invalidité. Ils ignoraient totalement l'existence du compte Thales. S'ils parvenaient à me faire déclarer légalement incapable, ils prendraient le contrôle de tout. La maison, la retraite, même ma pension d'invalidité de 1 400 € par mois. Je serais parqué dans un établissement public sous-financé pendant qu'ils vivraient comme des rois avec les économies de ma vie. Les enjeux sociaux, cependant, étaient encore plus profonds. Toulon est une ville militaire jusqu'au bout des ongles. C'est une communauté soudée où la réputation est primordiale. Si le bruit courait que j'étais mentalement incapable, que je ne pouvais pas gérer mes propres affaires, ma position dans la communauté des anciens combattants serait complètement détruite. Mon amicale, dont j'étais un membre fondateur en 1973, commencerait à me voir comme un fardeau, un problème. La fraternité des fusiliers marins, qui avait été ma bouée de sauvetage après la mort d'Éléonore, s'éloignerait lentement mais sûrement. Personne ne veut être associé au vieux vétéran fou qui a perdu la boule. David préparait déjà le terrain pour ce récit. Au supermarché, il mettait en scène des conversations, parlant juste assez fort pour que les gens à proximité puissent entendre. « Papa, tu as déjà acheté du lait hier, tu te souviens? On en a parlé. » Je n'avais pas acheté de lait, mais les inconnus dans le rayon ne le savaient pas. À l'église, il se donnait en spectacle en me guidant par le coude, comme si j'étais un invalide fragile. « Attention, papy. Fais attention où tu mets les pieds, disait-il, s'assurant que tout le monde le voyait jouer le rôle du fils dévoué, s'occupant de son père sur le déclin. Le fardeau émotionnel était le plus lourd de tous. Éléonore et moi avions bâti cette vie à partir de rien, ensemble. Chaque meuble avait une histoire. La vieille table de cuisine en chêne où nous avions payé nos factures et planifié notre avenir pendant plus de 3 décennies. La chambre où elle a rendu son dernier souffle en me tenant la main.
Si je perdais cette maison, je perdrais le dernier morceau tangible du souvenir d'Éléonore. Je perdrais la vie que nous avions créée. Et je mourrais en sachant que mon fils unique, le garçon pour qui j'avais cumulé 3 emplois pour l'envoyer à l'université, ne me voyait que comme un obstacle à son héritage. Mais les fusiliers marins ne se rendent pas. Nous nous retranchons, surtout lorsque les chances semblent insurmontables. J'ai commencé ma propre mission de reconnaissance. J'ai passé des heures au tribunal à examiner les registres immobiliers. J'ai fait des recherches sur les réglementations des pensions militaires et les lois françaises sur la maltraitance des personnes âgées. Mon diplôme de droit, je l'ai obtenu à l'Université de la vie, avec une formation post-universitaire de 40 ans à naviguer dans la bureaucratie militaire. L'équation était simple. Pour saisir légalement mes biens, David avait besoin que je sois déclaré incapable. Mais une décision d'incapacité nécessite des preuves médicales solides, et mon dossier médical militaire était impeccable. Le docteur Evelyne Renaud traitait mon SSPT depuis plus de 10 ans. Chaque évaluation aboutissait à la même conclusion. Troubles anxieux, légers, bien contrôlés par la médication, le patient étant pleinement fonctionnel mentalement. David construisait son dossier sur du vent et les mensonges ont tendance à se désintégrer sous la dure lumière de la vérité. J'ai aussi fait une découverte intéressante sur le droit de la propriété en France. Tout acte de transfert pour une propriété de cette valeur doit être signé devant notaire, un officier public. Le document que David préparait pour que je le signe était une simple feuille de papier, et le sceau de notaire qu'il prévoyait d'utiliser ressemblait étrangement à un tampon bon marché d'une papeterie. Mon vieil ami, le capitaine Marc Fournier, un fusilier marin à la retraite et l'actuel président de mon amicale, est également avocat et habilité à authentifier des documents. Il authentifie et vérifie des documents depuis 20 ans. Un seul regard sur les papiers de David et il identifierait la contrefaçon en 1 seconde. Mais j'avais besoin que David fasse son mouvement en premier. En termes militaires, je devais le laisser engager ses forces avant de révéler toute la puissance des miennes. Les enjeux étaient clairs. Tout ce que j'avais construit, tout ce que j'avais gagné, tout ce qu'Éléonore et moi avions créé ensemble. Contre tout cela, David n'avait que l'arrogance, la cupidité et une profonde méconnaissance de l'homme qu'il essayait d'escroquer. Il pensait que SPT était synonyme de faiblesse. Il pensait que l'âge était synonyme de stupidité. Il pensait que mes 30 années de service pour ce pays n'étaient qu'un jeu de petits soldats. Il était sur le point de recevoir un cours accéléré sur ce que les fusiliers marins font à ceux qui menacent les leurs. Mais d'abord, je devais le laisser tendre son piège, car parfois, la défense la plus efficace est de laisser votre ennemi croire qu'il a déjà remporté la victoire. La maison valait 450 000 €, ma retraite valait 1,5 million d'euros. Ma dignité, cependant, n'avait pas de prix. Et David était sur le point d'apprendre que certaines choses valent la peine qu'on se batte pour elles, quel qu'en soit le coût. Mon fils pensait qu'il jouait aux dames, mais ce vieux fusilier marin jouait aux échecs, et j'avais déjà 3 coups d'avance. La première véritable escarmouche eut lieu un mardi matin de février. J'étais dans la cuisine, suivant ma routine quotidienne de prise de médicaments, la sertraline et la prazosine, quand David m'a coincé. « Il faut qu'on parle, papa. » Sophie se tenait juste derrière lui, les bras croisés, son iPhone prêt à l'emploi. Toujours prêt à l'emploi. « De quoi, mon fils ? » « De ta situation. » J'ai soigneusement posé mon pilulier, une simple boîte en plastique bleu qu'Éléonore m'avait achetée il y a des années. Les yeux de David se sont fixés dessus comme si c'était une pièce à conviction dans un procès. « Quelle situation ? Ton état s'aggrave, papa. Je me sens bien. Hier, tu m'as demandé 3 fois quand le dîner serait prêt. C'était un mensonge éhonté. J'avais demandé une fois, vers 16h, parce que Sophie commençait habituellement à cuisiner vers 17h et il était déjà plus de 18h30. Je ne me souviens pas de ça. Tu vois, c'est exactement de ça que je parle. David s'est assis en face de moi à la table, sa voix prenant ce ton condescendant et trop patient qu'il utilisait probablement avec ses clients à l'agence d'assurance. Papa, Sophie et moi avons discuté de tes soins. Je n'ai pas besoin de soins. Tu as besoin de structure, tu as besoin de soutien, tu as besoin d'une aide professionnelle. Je vois le docteur Renaud tous les mois. Le docteur Renaud ne vit pas ici, papa. Elle ne voit pas le déclin au jour le jour. Le déclin quotidien. Il parlait de moi comme si j'étais un appareil en panne, s'arrêtant lentement. Quel déclin ? Sophie s'est avancée, inclinant son téléphone pour obtenir la photo parfaite.
Hier, tu as mis le lait dans le placard. Une autre invention. Je ne touchais jamais à leur lait. Je buvais mon café noir et me contentais d'eau. Je ne pense pas avoir fait ça. Papa, on essaie juste de t'aider. M'aider à faire quoi? À accepter la réalité. Le mot « réalité » sonnait différemment venant de lui, comme s'il en avait la propriété exclusive, comme si sa version était la seule qui comptait. Ma réalité me semble parfaitement normale. Vraiment? C'était quand la dernière fois que tu as fait tes comptes? C'est toi qui gères mes finances maintenant. Parce que tu nous l'as demandé, parce que tu as insisté, parce que tu faisais des erreurs. Nous nous sommes juste regardés de l'autre côté de la table de cuisine d'Éléonore. 3 décennies de repas partagés, de gâteaux d'anniversaire et de matinées de Noël semblaient se dissoudre dans ce seul moment de tension. Quelles erreurs? La facture d'électricité, tu l'as payée 2 fois le mois dernier. Je l'avais payée 1 fois à temps, en ligne, comme je l'avais fait au cours des 5 dernières années. Mais je savais que contester ne ferait que lui donner plus de matière pour son récit. Je vois. Vraiment? Tu vois vraiment ce qui se passe ici? Sa voix montait maintenant, prenant ce ton tranchant qu'elle avait toujours quand lui et Sophie se disputaient à propos d'argent, généralement quand ils pensaient que j'étais hors de portée de voix. Dis-moi, tu perds la tête, papa, ton esprit, ton indépendance, tout, tout, un mot si définitif venant d'un si petit homme. Et nous devons prendre des décisions. Quel genre de décision? Cette fois, c'est Sophie qui a répondu. Concernant ta situation de vie, je vis ici. Tu vis dans notre maison. Notre maison, pas ma maison. Pas la maison que j'avais payée avec l'argent de l'invalidité gagnée dans une jungle étouffante d'Afrique. C'est de ça qu'il s'agit? David se pencha en avant, son visage un masque de fausse sincérité. Il s'agit de prendre soin de la famille. De quelle famille? Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, mon fils. Non, dis ce que tu penses. J'aurais pu dire tellement de choses. J'aurais pu évoquer les paiements du leasing de la BMW débité de mon compte. J'aurais pu mentionner les factures de boutique. J'aurais pu le confronter au sujet des demandes de renégociation de prêts que j'avais trouvées. Au lieu de ça, j'ai dit « J'apprécie tout ce que vous faites pour moi ». Vraiment? Bien sûr. Parce que parfois, on a l'impression que tu te bats contre nous à chaque étape. Je ne me bats contre personne. Bien. Parce que nous avons programmé une réunion. Quel genre de réunion? Avec un avocat. La pièce est devenue silencieuse. Le téléphone de Sophie enregistrait certainement maintenant. Quel avocat? Quelqu'un qui se spécialise dans les situations familiales. Situation familiale. Comme si j'étais un problème à gérer, une situation à traiter. Quel genre de situation familiale? Les questions de mise sous tutelle. Voilà. Le mot qu'ils évitaient depuis des mois. La tutelle. C'est juste une consultation, papa, dit David, un peu trop vite. Rien de formel, pour l'instant. Il a failli tressaillir à son propre lapsus. Quoi? Rien de formel pour l'instant. Papa, nous ne sommes pas l'ennemi ici. Ennemi, un choix de mots intéressant pour quelqu'un qui me volait systématiquement depuis 3 ans. Je le sais. Vraiment? Parce que c'est quoi cette attitude dernièrement? Qu'est-ce qu'il y a avec mon attitude? Tu es paranoïaque, méfiant, tu remets en question chaque petite chose, comme mes propres relevés financiers, comme mon propre courrier, comme l'acte de propriété de ma propre maison. Je veux juste comprendre. Comprendre quoi? Où va mon argent? Sophie s'est approchée, sa voix dégoulinant d'indignation. Ton argent sert à prendre soin de toi. Tout? Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai décidé de tâter le terrain. 850 € par mois pour un leasing BMW. Le visage de David est devenu d'un rouge profond. C'est pour tes transports. J'ai une voiture, une Renault Clio de 15 ans. Elle roule très bien. Papa, tu mérites mieux que ça. Mieux. Venant du fils qui me faisait manger ses restes dans une assiette en carton. Je suis à l'aise. Vraiment?
Tu es vraiment à l'aise en regardant ton fils lutter pour joindre les deux bouts pendant que tu accumules tout cet argent. Accumuler de l'argent. Comme si épargner pour mon propre avenir était un acte d'égoïsme. Je n'accumule rien. Alors fais-nous confiance pour le gérer correctement. Je vous fais confiance. Alors signe les papiers. Quels papiers? Ceux qui font de nous tes tuteurs légaux. Tuteurs légaux. Comme si j'étais un enfant à qui on ne pouvait pas faire confiance pour prendre ses propres décisions. Je vais devoir y réfléchir. Réfléchis vite, papa, dit David en se levant brusquement. Parce que, prêt ou pas, ce train est en marche. Lui et Sophie m'ont laissé assis là, à la table d'Éléonore. La réunion était fixée au jeudi à 14 heures. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être, furent ses derniers mots. Ils m'ont laissé là, à regarder mon pilulier. Mais mes médicaments étaient la dernière de mes préoccupations. Je pensais au minuscule enregistreur numérique dans la poche de ma chemise qui venait de capturer chaque mot. Et je pensais à la façon dont les fusiliers marins laissent toujours l'ennemi révéler sa position avant de riposter. Jeudi à 14 heures. Parfait, cela me donnait exactement 48 heures pour préparer ma contre-offensive. Cette nuit-là, bien après que David et Sophie se soient couchés, je me suis assis dans ma petite chambre au sous-sol et j'ai ouvert la boîte de sûreté que je gardais cachée sous mon matelas. Éléonore me l'avait offerte pour notre 40e anniversaire de mariage. C'était une boîte en acier ignifugée avec une serrure à combinaison, juste assez grande pour nos documents les plus importants. Elle avait ri quand j'avais commencé à l'appeler mon « trésor de guerre ». « Quelle guerre, Sam ?» avait-elle demandé. « La guerre est finie. » Si seulement elle pouvait me voir maintenant. À l'intérieur de cette boîte se trouvait un arsenal de documents que David n'avait jamais vus, des documents qu'il ne penserait même jamais à chercher, parce que dans son monde, son vieux père brisé ne pouvait même pas organiser une liste de courses, encore moins tenir des registres financiers méticuleux pendant des années. Le premier document était une pile de mes relevés de retraite de Thalès. 25 ans de cotisation, d'abondement de l'employeur et d'intérêts composés avaient porté la valeur actuelle à 1 521 348 €. David pensait que je vivais au jour le jour avec ma pension d'invalidité. Il n'avait aucune idée du compte Thalès qui versait régulièrement 4 500 € chaque mois sur un compte bancaire privé et distinct au centre-ville de Toulon. Le deuxième document était l'acte de propriété original de la maison, acheté au comptant le 1er juin 1988, avec les fonds de mon règlement d'invalidité. Pas d'hypothèque, pas de privilège, juste la pleine et entière propriété à mon nom, Samuel J. Morgan. Éléonore avait toujours insisté pour que nous gardions l'original dans un coffre-fort à la banque, mais je l'avais ramené à la maison après son décès. Appelez ça l'intuition d'un fusilier marin. Le troisième document était un dossier contenant mes évaluations médicales de l'hôpital d'instruction des armées, faites par le docteur Evelyne Renaud. Une décennie et demie d'évaluations trimestrielles. Chaque rapport concluait la même chose. Le patient présente un trouble anxieux léger lié à un traumatisme de combat. Les symptômes sont bien contrôlés par la médication. Il n'y a aucune preuve de déclin cognitif ou de capacité diminuée. David essayait de construire un dossier pour mon incapacité sur une base de mensonges. Ces documents étaient la vérité, gravée dans la pierre. Le quatrième document était un jeu de formulaire de procuration vierge que j'avais obtenu auprès d'un cabinet d'avocats légitime. Il nécessitait 2 témoins indépendants et une signature devant notaire. Je les avais comparés ligne par ligne au papier que David voulait que je signe. Sa version était une imitation bon marché, manquant la moitié du langage juridique requis et clairement destinée à être estampillée avec un sceau de notaire générique qu'on pouvait acheter dans n'importe quelle papeterie. Mais l'élément le plus important dans la boîte n'était pas du tout en papier. C'était un petit enregistreur numérique à commande vocale que j'avais acheté il y a 3 ans. Il avait une capacité de stockage de 60 heures et une prise USB intégrée pour un transfert facile. Pendant 3 mois entiers, j'avais tout documenté. Chaque commentaire désobligeant, chaque décision financière qu'il prenait sans mon consentement. J'avais 52 minutes de preuves brutes et enregistrées. David me traitant de fou à ses amis au téléphone. Sophie riant de filmer mes crises de panique. Les deux discutant de mon argent comme s'il était déjà le leur. Une fois qu'on aura la tutelle, on pourra accéder à sa retraite principale. Rien que la maison remboursera toutes nos cartes de crédit. Combien de temps tu penses qu'il tiendra dans une maison de retraite publique? Tout était là,
conservé avec une clarté numérique parfaite. Le dernier élément était une simple carte de visite. Capitaine Marc Fournier, retraité, président, amical des anciens combattants, avocat, et mon ami depuis plus de 30 ans. Marc avait servi pendant l'opération Daguet, bien après mon retour d'Afrique. Une guerre différente, mais la même fraternité. Il savait à quoi ressemblait un vrai SSPT et il savait à quoi ressemblait une vraie incapacité. Plus important encore, il savait à quoi devaient ressembler des documents juridiques légitimes. J'avais appelé Marc juste après que David m'ait pris en embuscade au sujet de la réunion de jeudi. « Sam, tu as besoin d'un avocat. »« Peut-être. Je ne peux pas en dire trop au téléphone. »« Compris. Tu veux que je jette un œil à des papiers pour toi? Ça m'aiderait énormément. Apporte tout ce que tu as jeudi matin, avant ta réunion. » Marc n'a pas posé plus de questions. Les fusiliers marins n'ont pas besoin de longues explications quand un frère appelle à l'aide. J'ai refermé la boîte de sûreté et l'ai glissée à nouveau dans sa cachette. Demain, je ferai des copies de tout. Jeudi matin, je présenterai les preuves à Marc. Et jeudi après-midi, j'entrerai dans le bureau de cet avocat préparé pour la bataille. David pensait qu'il affrontait un vieil homme confus avec des mains tremblantes et une tête pleine de cauchemars. En réalité, il faisait face à un fusilier marin avec des décennies d'entraînement militaire, 52 minutes de preuves enregistrées et 1 500 000 d'euros de ressources non divulguées. J'étais content de le laisser découvrir cela par lui-même, à la dure, car parfois, la meilleure stratégie est de laisser votre ennemi croire qu'il a déjà gagné, jusqu'au moment où vous lui montrez qu'il n'a même jamais eu la moindre chance. Samedi après-midi, 24 février. Les Dubois, nos voisins d'à côté, organisaient leur barbecue annuel de quartier. C'était un grand événement avec une vingtaine de familles, ou plus, se rassemblant dans leur jardin pour des hamburgers, de la bière et le genre de commérage de petite ville qui se propage comme une traînée de poudre. David a insisté pour que nous y allions. « Ce sera bon pour papa de sortir », a-t-il annoncé bruyamment à Sophie, pour que je l'entende. Il ne socialise plus beaucoup. Je savais exactement ce que c'était. C'était une performance. David s'apprêtait à donner un spectacle pour tout le quartier, jouant le rôle du fils dévoué accablé par un père sur le déclin. Et il avait besoin d'un public en direct. Le jardin des Dubois était déjà bondé. Les enfants grouillaient sur l'aire de jeu, leurs cris joyeux se mêlant au bourdonnement des conversations d'adultes autour des tables de pique-nique. L'odeur de charbon de bois et d'allume-feu flottait dans l'air, ravivant des souvenirs que je préférais garder enfouis. J'ai trouvé une place près de la clôture du fond, loin du groupe principal de personnes, SSPT 101, toujours contrôler son environnement. « Sam !» Une voix amicale a percé le bruit. C'était Antoine Rodriguez, une bière à la main. Il était sergent-chef, toujours en service actif à la base navale de Toulon, dans la trentaine, avec quelques déploiements en Afghanistan à son actif. Lui et sa famille avaient emménagé 3 maisons plus loin l'année dernière. « Salut Antoine, comment ça va ? On ne se plaint pas. Comment se passe la retraite ?» Avant même que je puisse formuler une réponse, David s'est matérialisé à mes côtés, arborant ce sourire trop protecteur qu'il mettait toujours en public. « Papa se fatigue assez facilement ces jours-ci, » a dit David en me tapotant l'épaule. « N'est-ce pas, papy ?» Je n'étais pas fatigué du tout, mais le corriger me ferait juste paraître combatif et alimenterait son récit. « On vieillit tous, » a dit Antoine, toujours diplomate. « Certains plus que d'autres, » a ajouté Sophie, rejoignant notre petit cercle, son iPhone déjà sorti et tenu nonchalamment à ses côtés. « Papa a eu une autre crise hier, » a annoncé David au petit groupe qui s'était maintenant formé autour de nous. Il ne se souvenait plus où il avait mis ses médicaments. Un autre mensonge éhonté. J'avais trouvé mes pilules ce matin-là exactement là où je les laissais toujours, dans l'armoire de la cuisine où elles se trouvaient depuis 3 ans. « Le SSPT peut vraiment jouer des tours à la mémoire, » a dit quelqu'un avec sympathie. « Ça s'aggrave vraiment, » a poursuivi David, secouant la tête avec une tristesse feinte. « Parfois, il ne reconnaît même plus les gens. Je reconnaissais chaque personne dans ce jardin, mais argumenter ne ferait que me faire paraître sur la défensive et confus. »« C'est dur, » a dit Antoine, les yeux sur moi, observant attentivement ma réaction. « Le pire, c'est la colère, » a ajouté Sophie, sa voix baissant à un murmure conspirateur. « Il devient violent quand il est confus. Violent. » Je n'avais pas haussé la voix de colère depuis 1988. « Vraiment ?» L'expression d'Antoine avait changé. C'était un militaire. Il connaissait d'autres militaires. Il lisait la situation.
pas seulement en écoutant les mots. La semaine dernière, il a jeté une assiette, a dit David, sa voix pleine d'emphase dramatique. Il l'a fracassée contre la fenêtre de la cuisine. Je n'avais jamais rien jeté. La seule fenêtre cassée de notre maison provenait de la propre balle de golf de David alors qu'il s'entraînait à son swing dans le jardin il y a 2 mois. Ça a l'air effrayant, a murmuré quelqu'un. On gère, a dit David, jouant le noble martyr. La famille prend soin de la famille. Qu'est-ce que son médecin en dit ? A demandé Antoine, sa question nette et directe. Le docteur Renaud pense qu'il a besoin de soins plus structurés, a répondu rapidement Sophie. Le docteur Renaud n'avait jamais rien dit de tel, mais cette foule ne la connaissait pas. Comme une maison de retraite ? A demandé quelqu'un. Nous explorons toutes nos options, a dit David gravement. C'est une décision difficile, mais nous devons penser à sa sécurité et à la nôtre. Sécurité. Comme si j'étais une arme chargée qui pouvait exploser à tout moment. Papa s'embrouille aussi avec l'argent, a poursuivi David, accumulant les mensonges. L'autre jour, il nous a accusés de le voler. Le petit groupe s'est agité mal à l'aise. Rien ne rend les gens plus nerveux que d'étaler les drames familiaux en public. « Ça doit être si difficile pour vous ?» a dit Madame Dubois, essayant d'être solidaire. « C'est déchirant », a convenu Sophie, épongeant une larme inexistante. « Quand votre propre père commence à penser que vous êtes l'ennemi, ennemi, encore ce mot. Je suis resté là, silencieux, les laissant construire leur dossier contre moi. Chaque mensonge, chaque histoire fabriquée était capturée en audio numérique impeccable par l'enregistreur caché dans la poche de ma chemise. « Depuis combien de temps vit-il avec vous ?» a demandé Antoine à David. « 3 ans maintenant, » a répondu David. « Depuis que maman est décédée, il ne pouvait tout simplement plus se débrouiller seul. Ne pouvait plus se débrouiller. Ce qu'il voulait dire, c'est que je possédais une maison qui valait plus que ce qu'il gagnait en 5 ans. C'est très généreux de votre part, a dit quelqu'un. C'est juste ce que fait la famille, a répondu David avec une fausse humilité. Même quand c'est un travail ingrat, a ajouté Sophie, me regardant avec pitié. Ingrat. Venant de la femme qui avait débité une virée shopping de 2000 € sur ma carte de crédit le mois dernier. Parfois, il s'égare la nuit, a poursuivi David, les mensonges devenant plus élaborés. On a même dû mettre de nouvelles serrures sur les portes. Je ne m'étais jamais égaré nulle part. Les nouvelles serrures étaient pour m'empêcher de prendre mon propre courrier dans la boîte aux lettres. « Avez-vous pensé à un ajustement de ces médicaments ?» a demandé Antoine, son regard toujours fixé sur moi. « Ces médecins y travaillent, » a dit Sophie d'un ton dédaigneux. « Mais honnêtement, je pense que les dégâts sont permanents. » Dégâts permanents. Comme si j'étais un objet irréparable. La foule y croyait complètement. Pauvres David et Sophie, sacrifiant leur vie pour s'occuper d'un vieux vétéran fou qui était trop atteint pour même apprécier leur gentillesse. Le plus dur, c'est quand il devient agressif, a dit David, sa voix baissant à un chuchotement de scène pour un effet maximal. La semaine dernière, il a même menacé d'appeler la police. J'avais, en fait, menacé d'appeler la police, mais c'était après avoir trouvé une autre charge non autorisée sur mon compte. Des délires paranoïaques, a ajouté Sophie avec un triste soupir. Il pense que tout le monde lui en veut. Tout le monde ne m'en voulait pas. Seulement les 2 personnes qui étaient censées m'aimer le plus. Eh bien, a dit Madame Dubois maladroitement, vous faites tous les 2 un travail formidable dans des circonstances très difficiles. Merci, a dit David, se délectant de la sympathie. Ça aide vraiment d'avoir le soutien de la communauté. Le soutien de la communauté pour lui, alors que son père se tenait à 1 mètre de là, discutait comme s'il était déjà parti. C'est alors qu'Antoine Rodriguez a fait quelque chose de complètement inattendu. Il a dépassé David et Sophie et est venu se tenir juste à côté de moi, de militaire à militaire. « Sam » a-t-il demandé, sa voix basse et claire. « Ça va ?» Il était la première personne de tout l'après-midi à s'adresser directement à moi. « Je vais bien, Antoine. Tu es sûr de ça ? Tu as besoin de quelque chose ?» La foule s'est tue, tous les yeux sur nous, attendant de voir si le vieux fou aurait enfin une de ces fameuses crises. « Je profite juste du barbecue. »« Bien, » a hoché la tête Antoine. « Tu sais où j'habite si tu as besoin de quoi que ce soit. »« J'apprécie. » David, clairement mal à l'aise de l'attention directe d'Antoine sur moi, est revenu à la charge. « Papa n'aime pas déranger les gens. » « Ce n'est pas un dérangement, » a dit fermement Antoine, ses yeux rencontrant ceux de David. Les fusiliers marins se serrent les coudes.
Les fusiliers marins se serrent les coudes. C'étaient les premiers mots sincères que j'entendais de la journée. « Bon, » a dit David, désireux de reprendre le contrôle. « On devrait probablement ramener papa à la maison. Il s'agite s'il sort trop longtemps. » Je n'étais pas agité du tout, mais protester ne ferait que prouver leur point de vue. Alors que nous nous tournions pour partir, Antoine a appelé une dernière fois. « Sam, ma porte est toujours ouverte. »« Merci. » Sur le court chemin du retour, David était pratiquement radieux. « Ça s'est très bien passé, » a-t-il dit à Sophie. « Tu as vu comment tout le monde nous regardait ? » « C'était parfait, » a-t-elle convenu. « Surtout quand tu as mentionné la violence. La violence que je n'avais jamais commise, maintenant enregistrée avec une clarté numérique parfaite, sortant directement de leur propre bouche. Ce soir-là, j'ai appelé Marc Fournier. « Comment était le barbecue ?» a-t-il demandé. « Éducatif. »« Tu es prêt pour jeudi ?»« Plus que prêt. »« Bien, » a dit Marc, sa voix devenant sérieuse. « Parce que d'après ce que tu m'as dit, ce n'est plus un litige juridique, c'est la guerre. » La guerre. Enfin, quelqu'un qui comprenait la vraie nature du combat. David pensait qu'une petite humiliation publique me briserait. Au lieu de cela, il venait de me donner 20 témoins de sa campagne de mensonges. Et un fusilier marin n'oublie jamais, jamais qui s'est tenu à ses côtés quand les tirs ont commencé. Le jeudi matin arriva, gris et froid. J'étais debout à 5 heures, une habitude ancrée depuis 50 ans qui refuse de mourir. À 8 heures, j'ai marché les 6 pâtés de maison jusqu'à l'amicale des anciens combattants. Le trajet m'a fait passer devant le café branché où David achetait ses lattes coûteux et la banque privée où ma retraite grandissait en secret. Marc Fournier attendait dans son bureau, vêtu de son uniforme de cérémonie des fusiliers marins. Il avait 30 ans de moins que moi, mais l'uniforme inspirait le même respect que j'avais ressenti lorsque je l'avais enfilé pour la première fois à l'instruction. « Sam, dit-il, sautant les formalités, tu as une sale tête. Je me sens encore plus mal. » Je lui ai tendu la boîte de sûreté. Il l'ouvrit et commença à étudier méthodiquement chaque document avec la précision d'un avocat. « Ta retraite vaut combien ? 1,5 million ? Et il pense que tu es fauché, que tu vis juste de tes pensions d'invalidité. » Il a lu les évaluations médicales du docteur Renaud. Évelyne Renaud est on ne peut plus rigoureuse. Ses rapports sont en béton. David prétend que je suis incapable. Basé sur quoi ? Ses propres inventions ? Je lui ai fait écouter les 52 minutes de conversations enregistrées. Le visage de Marc s'assombrit à chaque mensonge, chaque remarque cruelle, chaque fois qu'ils discutèrent de mon argent comme si j'étais déjà dans la tombe. « C'est un cas d'école de maltraitance de personnes âgées, Sam, » dit-il quand ce fut terminé. « Financière, émotionnelle, tout le package. Peux-tu le prouver au tribunal ? Avec ses preuves ? Absolument. » Il a pris les faux papiers de l'acte de propriété que David voulait que je signe et les a examinés sous la lampe de son bureau. C'est une mauvaise contrefaçon. Le sceau du notaire est une imitation bon marché. Le langage juridique est tout faux et il manque les signatures de témoins requises. Ça ne tiendrait pas une seconde. Alors, quelle est ma prochaine action ? Marc se pencha en arrière dans son fauteuil, le cuir craquant en signe de protestation. Ça dépend. Tu veux les détruire discrètement ou tu veux le faire publiquement ? Quelle est la différence ? Discrètement, ça veut dire qu'on porte plainte au pénal, on intente des procès et on suit les procédures judiciaires. Ça prend des mois, peut-être plus. C'est très efficace, mais tout se passe à huis clos. Et publiquement ? Publiquement, dit Marc, un lent sourire se dessinant sur son visage. Ça veut dire qu'on les humilie devant toute la communauté. C'est plus rapide, beaucoup plus spectaculaire, mais les retombées sociales sont permanentes. J'ai pensé au barbecue de samedi. J'ai pensé à David jouant le rôle du fils dévoué tout en me dépeignant comme un lunatique violent et paranoïaque devant nos voisins. Publiquement. Tu es sûr de ça, Sam ? On ne peut pas revenir en arrière après ça. J'en suis sûr. Le sourire de Marc s'élargit. Bien, parce que j'ai une idée. Il a sorti un dossier intitulé « Comité du 14 juillet ». Chaque année, nous honorons un vétéran local au défilé du 14 juillet. Ce doit être quelqu'un avec un dossier de service décoré, quelqu'un que la communauté respecte. D'accord. Le comité de sélection de cette année se réunit dimanche matin.
Nous cherchons quelqu'un de spécial, quelqu'un avec, disons, 2 médailles des blessés de guerre et une croix de la valeur militaire. » Ma poitrine se serra. « Marc, Sam, tu as mérité ces médailles dans les jungles d'Afrique. Tu as mérité tes citations. Tu es exactement le genre de héros que nous recherchons. Je ne fais plus vraiment de défilé. Pourquoi pas? La foule, le bruit, le SSPT. Les rapports du docteur Renaud disent que tu es pleinement fonctionnel et que tes symptômes sont bien gérés. Ton dossier médical le prouve. Il avait raison, bien sûr. Mais des décennies à éviter les foules, c'est une habitude difficile à perdre. Et David? Il sera furieux. Bien, dit Marc sèchement. Qu'il soit furieux devant 800 personnes. 800 personnes. Toute la ville se déplaçait pour le défilé annuel du 14 juillet. Je dois y réfléchir. Pas de réflexion, dit Marc, sa voix prenant le ton de commandement d'un capitaine. Oui ou non? Il comprenait les fusiliers marins. Parfois, on a besoin d'ordre, pas d'option. Oui, excellent. Le comité se réunit dimanche à 10h. Je proposerai ton nom. La motion passera à l'unanimité. Comment peux-tu en être si sûr? Parce que j'en suis le président, dit-il avec un clin d'œil. Le dimanche matin, je me suis rendu à l'amicale à 9h45. Les 5 membres du comité étaient déjà assis autour de la table de conférence. Marc et 4 autres vétérans dont le service s'étendait de l'Indochine à l'Irak. « Messieurs, annonça Marc, ouvrant la réunion, nous devons choisir notre vétéran à l'honneur. Des suggestions? Je pensais à Pierre Williams, dit un vétéran de la marine de la guerre d'Indochine. Samuel Morgan? Déclara Marc, la voix ferme. Un silence tomba sur la pièce. Sam Morgan? Demanda Michel Thompson, qui avait servi dans l'armée de terre pendant les événements en Algérie. On ne l'a pas beaucoup vu ces derniers temps. Il a eu quelques problèmes familiaux, expliqua Marc diplomatiquement. Mais son dossier de service parle de lui-même. Il a ensuite lu mon résumé de service complet à haute voix. 3 missions en Afrique, 1er régiment de fusiliers marins, 2 médailles des blessés de guerre, une croix de la valeur militaire, plusieurs citations. « Mon Dieu !» murmura Thomas Davis, qui avait été dans l'armée de l'air pendant l'opération Daguet. « Ce type est une légende vivante. » « Des objections à sa nomination ?» demanda Marc à la salle. Silence. Motion adoptée. Samuel Morgan sera notre vétéran à l'honneur pour le défilé du 14 juillet 2024. Marc m'a appelé cet après-midi-là. C'est officiel. Tu es notre vétéran à l'honneur. Et maintenant, on l'annonce. Le journal local, nos réseaux sociaux, les panneaux d'affichage de la communauté. On s'assure que David le voit. C'est le but. L'annonce parut dans l'édition du mardi de Var Matin. Un vétéran décoré d'Afrique mis à l'honneur pour le 14 juillet. L'article détaillait mon dossier de service et déclarait que l'amicale des anciens combattants était fière d'annoncer que Samuel Morgan, 76 ans, serait à l'honneur pour le défilé de lundi. David l'a vu ce soir-là. J'étais dans la cuisine quand il est entré en trombe par la porte d'entrée agitant le journal. « Papa, tu as vu ça ?»« Vu quoi ?» demandai-je calmement. « Cet article. Sur toi, tu es à l'honneur. »« Oh, ça. Papa, c'est énorme. C'est un tel honneur. Pourquoi tu ne nous l'as pas dit ? Parce que tu penses que je suis un vieil imbécile incompétent, pensais-je. Parce que tu as passé 3 ans à essayer de convaincre tout le monde que je suis un vieil homme fou. Ça ne semblait pas si important. Pas important ? Papa, toute la ville va te regarder. Toute la ville, y compris chaque personne du barbecue de samedi qui avait écouté David décrire mes crises de violence et mes délires paranoïaques, je suppose. On doit te préparer, on va t'acheter un nouveau costume, on doit répéter ton salut. Répéter mon salut, comme si j'étais une sorte d'otarie dressée pour son amusement. Je me débrouillerai, mon fils. Papa, c'est ton moment de gloire, mon moment de gloire. Un moment dont il prévoyait de se tenir dans l'ombre, se prélassant dans la gloire réfléchie et s'attribuant le mérite de soutenir son héroïque père vétéran. Mais c'était exactement ce sur quoi je comptais. Le lundi matin, David escorterait fièrement son père, honoré, au défilé. Il sourirait et saluerait la foule, acceptant leur admiration silencieuse pour être un fils si merveilleux et dévoué. Et puis, je montrerais à tout le monde dans cette ville qui était vraiment Samuel Morgan.
Pas le vieil homme brisé et confus des histoires de David, mais un fusilier marin décoré avec 52 minutes de preuves enregistrées et 1,5 million de raisons de se battre. Le défilé n'était que dans 5 jours. Il était temps de charger et de verrouiller. Matin du 14 juillet, 8 heures. Mon uniforme de cérémonie était repassé et prêt, mes médailles positionnées avec une précision réglementaire. 2 médailles des blessés de guerre, la croix de la valeur militaire, toutes étincelantes sous le soleil du matin. Je n'avais pas porté ces décorations depuis 15 ans. Le poids sur ma poitrine semblait à la fois lourd et familier. David tournait autour de moi comme un photographe de mode, s'occupant de mon col, redressant mes rubans. « Papa, tu es incroyable !» s'extasia-t-il. « Comme un vrai fusilier marin. Contrairement à quoi? Au faux fusilier marin que j'avais été ces 50 dernières années. » « Merci, mon fils. Tout le quartier sera là pour voir ça. Madame Dubois, la famille Rodriguez, tout le monde du barbecue. Tous ceux qui l'avaient écouté me calomniaient avec des histoires de violence et de paranoïa. J'espère juste ne pas les décevoir. » « Les décevoir? Papa, tu es un héros. » Héros. C'était drôle comme ce mot trouvait soudainement sa place dans son vocabulaire maintenant qu'il y avait des caméras. Nous sommes allés à la zone de rassemblement du défilé à l'hôtel de ville dans la BMW rutilante de David. Il l'avait fait nettoyer pour l'occasion, voulant s'assurer d'avoir l'air à la hauteur pour les voisins. « N'oublie pas de saluer, papa », me coachait-il depuis le siège du conducteur. « Souris bien, regarde les gens dans les yeux, laisse-les voir les médailles. » Laisse-les voir les médailles qu'il avait qualifiées de « vieilles breloques » ces 3 dernières années. La zone de rassemblement était un bourdonnement chaotique d'activités. La fanfare du lycée accordait ses instruments, les troupes de scouts organisaient leurs drapeaux et les politiciens locaux s'entraînaient à leurs sourires hypocrites. Le capitaine Marc Fournier s'approcha, resplendissant dans son propre uniforme de cérémonie, les barrettes de capitaine sur son col captant la lumière du matin. « Sam, prêt pour ça? » « Prêt. Bien, tu seras dans la décapotable de tête. Je te présenterai quand tu arriveras à la tribune d'honneur. » David s'avança avec empressement, la main tendue. « Capitaine Fournier, je suis David Morgan, le fils de Sam. » Marc lui serra la main, sa poignée ferme et son expression poliment froide. « Enchanté de vous rencontrer. Merci beaucoup pour cet honneur, » s'extasia David. « Papa a été si excité, comme si j'étais un enfant attendant le matin de Noël. » « Votre père a mérité cet honneur il y a 50 ans, » dit Marc, son ton ne laissant aucune place à la discussion. « Nous ne faisons que le reconnaître enfin comme il se doit. » L'organisateur du défilé, un jeune fusilier marin, me tendit un petit drapeau français et m'aida à monter dans la voiture de tête, une Mustang décapotable rouge vif, visibilité parfaite. David et Sophie s'étaient déjà positionnés à la tribune d'honneur, au premier rang, où tout le monde en ville pouvait voir la famille dévouée soutenant leur père vétéran. 11 heures. Le défilé commença. Nous avons descendu l'avenue principale à un rythme lent et cérémoniel. Des centaines de spectateurs bordèrent les trottoirs, des enfants agitant de petits drapeaux, des vétérans plus âgés rendant des saluts impeccables, des familles applaudissant. Je saluais mécaniquement, les yeux fixés sur la tribune d'honneur devant moi, où David attendait avec son téléphone levé, prêt à capturer son moment. La décapotable s'arrêta juste devant le micro. Marc s'avança. « Mesdames et messieurs, j'ai le grand honneur de vous présenter notre vétéran mis à l'honneur, le fusilier marin Samuel Morgan. » Des applaudissements polis parcoururent la foule. Marc continua, sa voix résonnant dans les haut-parleurs. Sam a servi 3 missions en Afrique avec le 1er régiment de fusiliers marins. Il a été blessé au combat, décoré pour sa bravoure, et après son service, il a passé 25 ans comme contractuel pour la défense. L'attention de la foule s'intensifia. Ce n'était pas le discours cérémoniel habituel. Sam a mérité 2 médailles des blessés de guerre, une croix de la valeur militaire et plusieurs citations. Il représente le meilleur de notre tradition militaire et l'esprit de cette communauté. Les applaudissements s'intensifièrent. Les gens se levaient maintenant. Marc me tendit le micro. « Sam, voudriez-vous dire quelques mots ?» C'était le moment de vérité. 800 personnes qui regardaient, David rayonnant de fierté, Sophie filmant chaque seconde pour leurs réseaux sociaux. Je me suis levé lentement, les médailles sur ma poitrine reflétant le soleil éclatant de la Méditerranée. « Merci pour cet incroyable honneur », commençai-je, ma voix stable et claire, portant à travers la foule silencieuse.
Ces 3 dernières années, certaines personnes dans cette communauté ont entendu une histoire à mon sujet. On leur a dit que je suis un vieil homme brisé, confus, violent et incapable. Le sourire fier de David vacilla. Je pouvais le voir du coin de l'œil, son expression passant de la fierté à la confusion. On leur a dit que j'ai des crises, que je jette des objets, que je ne reconnais pas les gens que j'aime. La foule devint complètement silencieuse. Ce n'était pas un discours typique du 14 juillet. On leur a dit que je suis paranoïaque et que j'ai même accusé ma propre famille de me voler. David secouait la tête maintenant, un geste frénétique et désespéré, essayant de me faire signe d'arrêter. Sophie avait baissé son téléphone. « Aujourd'hui, dis-je, ma voix s'élevant, je veux que vous sachiez la vérité. » J'ai sorti de la poche intérieure de ma veste une épaisse enveloppe Kraft. Depuis 3 ans, mon fils, David, et sa femme, Sophie, volent systématiquement mon argent, falsifient des documents juridiques et complotent pour me faire déclarer incapable afin de pouvoir s'emparer de ma maison. Un hoquet collectif traversa la foule. David, le visage maintenant rouge et marbré, se leva. « Papa, tu es confus. Tu dois t'asseoir. »« Je ne suis pas confus, mon fils. Je suis un fusilier marin. » J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai commencé à en sortir des documents. Ceci est mon relevé de retraite de Thalès. Il vaut 1,5 million d'euros, de l'argent dont mon fils ne sait rien. Un faible murmure se propagea dans la foule. Quelqu'un cria « Incroyable !» Ceci est ma plus récente évaluation médicale du docteur Evelyne Renaud, et je cite « Il n'y a aucune preuve de déclin cognitif ou de capacité diminuée. » Fin de citation. David se frayait maintenant un chemin à travers la foule, essayant d'atteindre la tribune. « Et ceci, dis-je en brandissant le petit enregistreur numérique, contient 52 minutes de conversation enregistrée où mon fils me traite de fou, où il discute de dépenser mon argent comme si j'étais déjà mort et où il prévoit de me mettre dans une maison de retraite publique pendant qu'il vive dans ma maison. » La foule explosa. Il y eut des cris de « honte à vous » et « dégoûtant ». David atteignit enfin la tribune. « Papa, s'il te plaît, arrête. Tu fais une crise. »« Je ne fais pas une crise, David. Je règle mes comptes. » Marc s'avança, tenant un dossier en cuir. « Je suis le capitaine Marc Fournier, président de l'Amicale et avocat. J'ai examiné toutes les preuves de M. Morgan. Ce que vous avez entendu aujourd'hui constitue un délit de maltraitance de personnes vulnérables, de fraude financière et de faux et usage de faux. » Il me tendit un document plié. Ceci est une ordonnance de protection effective immédiatement, interdisant à David et Sophie Morgan d'entrer dans la propriété de Samuel Morgan ou d'accéder à l'un de ses comptes financiers. J'ai pris les papiers et les ai tendus à mon fils. Ce papier est pour toi. La foule était debout, un mélange d'acclamations pour moi et de huées pour David et Sophie. Une mère de téléphone enregistrait maintenant tout. Antoine Rodriguez se fraya un chemin vers l'avant, sa voix de sergent-chef perçant le bruit. « Avez-vous besoin de quelque chose, Sam ?»« Un transport pour rentrer chez moi serait apprécié, sergent. »« Reçu. » David reculait, les papiers froissés dans son poing. « Papa, on peut arranger ça. Faisons une réunion de famille. Juste nous. » « Il n'y aura plus de réunion de famille, mon fils. Désormais, toute communication passera par le capitaine Fournier. » « Mais papa, pour vous, c'est Monsieur Morgan. » La foule s'écarta comme la mer Rouge, alors qu'Antoine et 2 autres jeunes militaires formaient une garde d'honneur autour de moi, m'escortant jusqu'à son camion. Derrière nous, David et Sophie se tenaient seuls sur la tribune, piégés dans le regard de 800 pères d'yeux remplis de dégoût et de déception. Alors que nous nous éloignions, je pouvais encore entendre le bourdonnement de l'indignation. Le soir même, l'histoire ferait le tour de Toulon. Demain, tout le monde saurait exactement ce que David et Sophie Morgan avaient essayé de faire. « On va où, Sam ?» demanda Antoine. « À la maison, dis-je. Ma maison. » Pour la première fois en 3 longues années, ce mot semblait à nouveau réel. Le mardi matin apporta la première vague de conséquences. David et Sophie étaient repartis à 6 heures, un camion de déménagement loué chargé de leurs biens. Les voisins regardèrent depuis leurs fenêtres alors qu'ils partaient dans la honte, incapables de croiser le regard de quiconque. À midi,
L'ordonnance de protection était pleinement en vigueur, un huissier de justice ayant signifié l'avis officiel. David et Sophie Morgan avaient légalement l'interdiction de mettre les pieds sur ma propriété ou de me contacter directement. Le règlement de compte financier fut encore plus rapide. Ma banque privée a appelé à 14 heures. Le compte joint que David gérait montrait un montant stupéfiant de 52 000 € de frais non autorisés au cours des 3 dernières années. Le leasing de la BMW, les virées shopping de Sophie, les factures de restaurant, même des vacances à Hawaï que j'avais apparemment prises sans le savoir. Monsieur Morgan, nous annulons toutes les transactions non autorisées et gelons le compte, m'a informé le directeur de la banque. Nous sommes également tenus de déposer un signalement pour fraude auprès de la brigade financière. La brigade financière. La carte professionnelle d'assureur de David exigeait un casier judiciaire vierge. Une seule condamnation pour fraude signifierait la fin de sa carrière. Mercredi apporta les conséquences sociales. Madame Dubois a frappé à ma porte tenant un plat cuisiné et arborant une expression de profond regret. « Sam, je suis tellement désolé. Nous n'avions aucune idée de ce qu'il vous faisait. »« Merci, madame. Tout le quartier se sent mal. Nous aurions dû voir les signes. »« On ne s'attend pas à ce que la famille vous mente, dis-je. N'empêche, si vous avez besoin de quoi que ce soit, des courses, un transport pour un rendez-vous, n'hésitez pas à demander. » Jeudi, l'histoire avait fait la une de Var Matin. Un vétéran local dénonce une fraude familiale lors du défilé du 14 juillet. Le journaliste avait interrogé plusieurs personnes présentes au défilé. J'ai toujours pensé qu'il y avait quelque chose de bizarre dans la façon dont ce fils traitait son père, a déclaré un témoin. Maintenant, nous savons pourquoi. Un comportement dégoûtant, a ajouté un autre vétéran. Les fusiliers marins n'abandonnent pas les leurs. Les familles ne devraient pas non plus. Vendredi apporta les conséquences juridiques. Le capitaine Fournier a appelé avec une mise à jour. Le bureau du procureur de la République engage des poursuites. Abus de faiblesse, fraude financière, faux et usage de faux et association de malfaiteurs. David et Sophie risquent un minimum de 2 à 5 ans chacun. Et pour la restitution, récupération complète de tous les fonds volés, plus des dommages et intérêts. Ils rembourseront chaque centime. Et la maison, la vôtre, libre de toute charge. Le faux acte de propriété n'a jamais été déposé, il n'y a donc aucune complication juridique. David avait été trop arrogant, trop confiant dans son plan. Il avait prévu de déposer les documents frauduleux seulement après avoir réussi à me faire déclarer incapable. Sa propre cupidité l'avait rendu négligent. Samedi apporta la conséquence la plus satisfaisante de toutes. Antoine Rodriguez est passé avec des nouvelles de sa femme qui travaillait dans la même compagnie d'assurance que David. David a été licencié hier, a-t-il dit. Politique de l'entreprise, pas d'employés avec des poursuites pénales pour fraude en cours. Et leur BMW. Saisi mercredi, il s'avère qu'ils avaient 3 mois de retard sur les paiements. David volait mon argent juste pour maintenir un style de vie qu'il ne pouvait pas réellement se permettre. Maintenant, en l'espace d'une seule semaine, il avait tout perdu, son travail, sa voiture, sa maison et sa réputation. Où vivent-ils ? Chez la mère de Sophie, dans un 2 pièces de l'autre côté de la ville. De ma maison de 450 000 € à la chambre d'amis de sa belle-mère. Le retournement de situation était total. Dimanche apporta une conséquence inattendue. L'amicale était bondée pour la réunion hebdomadaire, la nouvelle du défilé s'étant répandue comme une traînée de poudre dans la communauté des vétérans. « Sam », annonça le président Fournier, « l'amicale a voté à l'unanimité. Nous créons le fonds de soutien Samuel Morgan pour fournir une aide juridique et financière à d'autres vétérans confrontés à des abus familiaux. » Une salve d'applaudissements remplit la salle. Fusiliers marins, soldats, marins et aviateurs, tous comprenaient qu'une trahison de sa propre famille blesse plus profondément que la balle de n'importe quel ennemi. « Merci », dis-je, la voix étranglée par l'émotion. Éléonore aurait aimé ça. Lundi apporta la conséquence finale et inévitable. Mon téléphone sonna à 10h30. C'était un numéro inconnu. « Papa ?» La voix de David était faible, défaite. « C'est Monsieur Morgan. »« Papa, s'il te plaît, on peut juste parler ? Toute communication doit passer par le capitaine Fournier. Je sais, mais je suis désolé.
On a fait des erreurs. Des erreurs. Comme si voler 52 000 € était une simple erreur de comptabilité. Oui, vous en avez fait. Pourras-tu jamais nous pardonner? Le pardon, la seule chose qu'il n'avait jamais méritée, ni par l'amour, ni par le respect, ni par un seul acte de gentillesse sincère. David, pendant 3 ans, tu m'as traité de fou. Tu t'es moqué de mes médailles. Tu as filmé mes crises d'angoisse pour ton propre amusement. Tu as volé mon argent et tu as prévu de voler ma maison. Silence à l'autre bout du fil. Tu as dit à nos voisins que j'étais violent et paranoïaque. Tu allais me mettre dans une maison de retraite et m'y laisser mourir. Oublié. Papa, Tu as fait une erreur critique, mon fils. Laquelle? Tu as oublié que je suis un fusilier marin et les fusiliers marins ne se rendent jamais. J'ai raccroché le téléphone. Cet après-midi-là, j'ai traversé ma maison. Ma maison. Pour la première fois en 3 ans, je ne me sentais pas comme un invité. Les meubles d'Éléonore étaient à leur place. Mes médicaments étaient dans l'armoire de la cuisine où ils devaient être. Mon courrier était livré dans ma boîte aux lettres. La boîte de sûreté était ouverte sur la table de la cuisine, son contenu n'étant plus un secret. À l'intérieur se trouvaient les documents qui avaient assuré ma victoire. Mais les objets les plus importants n'étaient plus dans la boîte. Ils étaient fièrement accrochés dans le salon. 2 médailles des blessés de guerre et une croix de la valeur militaire, le tout dans un cadre vitrine qu'Éléonore avait fait pour moi avant de mourir. Pour l'homme qui les a mérités, avait-elle écrit au dos. Je les avais mérités en Afrique il y a 50 ans, mais j'avais prouvé que j'étais toujours cet homme le 14 juillet 2024. 3 mois plus tard, j'étais assis sur ma terrasse à 6 heures, une tasse de café chaud à la main, regardant le lever du soleil sur mon quartier, ma maison, ma vie. Les procédures judiciaires étaient presque terminées. David et Sophie ont accepté une procédure de plaidé coupable, 2 ans de sursis probatoire, restitution financière complète et travaux d'intérêt général obligatoires à l'hôpital militaire. Ils allaient apprendre à quoi ressemblaient les vrais vétérans. Marc Fournier passait 2 fois par semaine, plus un ami qu'un avocat maintenant. Nous buvions du café et parlions de tout et de rien, sauf de la famille. Antoine Rodriguez était devenu mon ami le plus proche. Ses enfants ont commencé à m'appeler Papy Sam et demandaient à voir mes médailles. Je leur racontais des histoires de courage, d'honneur et de loyauté, des leçons que David n'avait jamais réussi à apprendre. Le fonds de soutien Samuel Morgan avait déjà aidé une 12aine de vétérans au cours de ces 3 premiers mois, des hommes et des femmes qui avaient fait face au même genre de trahison que moi. Nous leur avons donné des ressources, un soutien juridique et, plus important encore, la certitude qu'ils n'étaient pas seuls. Le docteur Renaud a ajusté mes médicaments. Mes symptômes de SSPT s'étaient considérablement améliorés une fois que la véritable source de mon stress quotidien avait été éliminée. Il s'avère qu'être constamment manipulé par son propre enfant est bien pire pour la santé mentale que n'importe quel souvenir de combat persistant. David a appelé 2 fois de plus. Les 2 fois, je l'ai simplement renvoyé au bureau de Marc. Il avait perdu le droit de parler à son père le jour où il a choisi la cupidité plutôt que l'amour. Ma retraite de Thalès était maintenant gérée par un conseiller financier de confiance que Marc m'a recommandé. L'argent ira soutenir des causes d'anciens combattants après ma mort, un bien meilleur héritage que tout ce que David aurait pu fournir. J'ai même recommencé à fréquenter quelqu'un, Mary Patterson, la veuve d'un vétéran de la marine. Elle comprenait les familles de militaires. Nous prenons les choses lentement, comme les gens de notre âge devraient le faire. Mais le changement le plus important était le plus simple. J'ai arrêté de m'excuser pour ma propre existence. Il n'y avait plus de dîner de reste sur des assiettes en carton, plus de dissimulation de mes accomplissements, plus de prétention que le SSPT m'avait rendu faible. Au lieu de reconnaître que c'était la preuve que j'avais survécu à l'enfer lui-même et que j'avais continué à avancer. Ce matin, mon téléphone a vibré avec un SMS. « Joyeux anniversaire, Papy Sam. On peut voir tes médailles aujourd'hui ?» C'était d'Emma, la fille d'Antoine. J'avais complètement oublié que c'était mon anniversaire. 77 ans. « Bien sûr, ma chérie, » ai-je répondu par SMS. Passé après l'école. Ce soir, la famille Rodriguez se joint à Marie et à moi pour un dîner d'anniversaire chez moi. Une vraie famille. Une famille choisie. Des gens qui comprennent que le respect est quelque chose que l'on gagne, pas quelque chose que l'on exige. Si vous écoutez cette histoire, souvenez-vous de ceci. Il n'est jamais trop tard pour fixer des limites. Il n'est jamais trop tard pour se battre pour ce qui vous appartient. Et il n'est jamais, jamais trop tard pour reconquérir sa dignité.
Parfois, les personnes qui vous blessent le plus sont celles qui sont censées vous protéger. Mais les fusiliers marins se protègent toujours les uns les autres. Et à la fin, cela fait toute la différence du monde. Fin de l'histoire.